Bonjour à tous, bienvenue donc à ce nouveau séminaire, séminaire de la SFBT, co-organisé par le labo de maths de l'Université du Havre et avec le soutien de l'Institut des systèmes complexes de Normandie. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Daniel Fournier de l'INSA Toulouse, qui va nous présenter ses travaux autour de la modélisation de l'évolution d'espèces interagissant entre elles à partir de récurrences de dimension 1, 2 ou 3, et avec prise en compte de l'effet Halley. Très bien, donc je commence. Bien, merci beaucoup Benjamin. Alors merci à la SFBT de m'avoir proposé cette conférence et en particulier à Jean-Pierre Françoise. Donc je vais vous présenter des travaux qui sont un petit peu anciens et qui concernent effectivement des récurrences et la possibilité de modéliser des interactions entre espèces. Voilà. Donc voici le plan de ma présentation. Alors tout d'abord une introduction, ensuite deux parties. Dans la première partie, je présenterai des modèles permettant de modéliser trois types d'interactions, donc symbiose, proie prédateur et compétition. Je ferai des rappels et je présenterai des résultats concernant des récurrences de dimension 2 et également de dimension 3 de manière un peu plus succincte. Et dans une deuxième partie, je vous parlerai d'un modèle de Richard généralisé qui est sous forme d'une récurrence aussi, qui permet de mettre en évidence l'effet Ali. Alors, tout d'abord, eh bien, les résultats que je vais vous présenter, en fait, vont correspondre à des couplages entre des transformations de type logistique. Donc, je vous rappellerai quelques résultats sur la logistique, même si je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent plutôt bien. Donc, les trois types d'interactions que nous avons souhaité modéliser, eh bien, c'est la symbiose, c'est-à-dire deux espèces qui vont se soutenir et s'apporter une aide mutuelle. Le modèle proie-prédateur, où une des deux espèces va permettre de nourrir l'autre, l'autre contribuant à la détruire en fait pour survivre. Et le troisième modèle de compétition, où chaque espèce va être en compétition avec l'autre, et donc chacune va essayer de prendre le dessus sur l'autre. Donc la transformation logistique, alors que tout le monde connaît, qui est sous la forme donc lambda x 1 moins x, x étant sur l'intervalle 0,1, le paramètre lambda, qui est le paramètre de cette récurrence, varie sur l'intervalle 0,4. Les applications, ces applications classiques en épidémiologie, également en croissance des populations. Alors, je vais vous parler, moi, plutôt d'un modèle qui est équivalent, puisque les deux récurrences sont topologiquement conjuguées, qui s'appelle la transformation de Meerberg, et qui a été principalement étudiée par Christian Mira en France, et qui est donc sous la forme xn carré moins lambda. Alors, donc, on a une dynamique tout à fait équivalente entre les deux types de récurrences. Donc, pour ce type de récurrence, eh bien, on va s'intéresser aux singularités, donc aux orbites périodiques, points fixes, stables, instables, aux cycles d'ordre K, qui peuvent être aussi stables ou instables, et également à ce qu'on appelle les attracteurs étranges ou attracteurs chaotiques. Donc, un attracteur étrange ou un attracteur chaotique va correspondre au cas où il n'existe pas d'orbite périodique stable, ou par contre, on a une infinité d'orbites périodiques instables qui coexistent. On va avoir également la propriété de transitivité topologique, alors j'en reparlerai après. Et dans le cas de la récurrence de Meerberg, on va trouver la limite d'existence du chaos stable, qui est une valeur qu'on va noter lambda 1 étoile, qui est égale à 2. Et pour la logistique, c'est la valeur 4 qui correspond. Donc pour illustrer, eh bien c'est un peu plus de manière un peu graphique, les propriétés de cette récurrence. Donc, je vous propose le diagramme de bifurcation, en fait, de cette récurrence. Donc, il s'agit en abscisse d'avoir le paramètre lambda. En ordonnée, on va avoir en fait la limite des xn lorsque n tend vers l'infini. Alors, cette structure, pour la transformation de Meerberg, a été appelée la structure boîtes emboîtées par Mira.
Donc, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que contient cette structure boîtes emboîtées. Donc, on a tout d'abord sur une première plage du paramètre lambda l'existence d'un point fixe attractif qui va ensuite se dédoubler, devenir instable et donner naissance à une orbite périodique cyclique d'ordre 2, ici, que l'on voit en rouge sur le graphique. Ensuite, un nouveau doublement de période, donc un cycle d'ordre 4 qui va apparaître, un cycle stable. Et ainsi de suite, on observe donc ce qu'on appelle la cascade de doublement de période, jusqu'à ce qu'on arrive à une accumulation de ces doublements de période. Ensuite, on revient, on va voir apparaître au niveau de l'accumulation des doublements de période la première valeur du paramètre lambda pour lequel on a du chaos. Et ensuite, on va avoir des intervalles cycliques chaotiques qui vont apparaître également pour des valeurs ponctuelles du paramètre et qui vont apparaître en étant en ordre décroissance dans le doublement de période. Donc, on va revenir en fait à des intervalles cycliques chaotiques. On va passer de 32 à 16, à 8, etc., jusqu'à ce qu'on revienne à 2. Et ensuite, une fois que cette cascade de doublement de période s'est produite, eh bien, on va voir apparaître des cycles d'ordre instable, d'ordre impair. Et ces cycles, en fait, vont apparaître, tous les cycles que l'on voit là, apparaissent en suivant ce qu'on appelle, ce que Charkovski a mis en évidence dans son fameux théorème, où il a présenté l'ordre qu'on appelle l'ordre de Charkovski. Et donc, on va avoir les cycles impairs qui vont commencer à apparaître après le doublement de période. Et on peut voir, alors ici, on a un cycle 5 qui apparaît ici. Ensuite, on va avoir, pardon, j'ai appuyé. On va avoir un cycle 7, un cycle 6, et on voit apparaître à la fin le cycle 3. Hein, donc, ceci correspond aussi au fameux théorème qui a été donné par Lee et York, qui disent period 3 implies chaos. Et en fait, la période 3, c'est la dernière qui apparaît aussi dans l'ordre des orbites périodiques. Donc, on sait que quand on a un cycle 3 pour une transformation qui vérifie certaines propriétés en dimension 1, on a toute la cascade et toutes les orbites périodiques de tous ordres qui existent. Et on a également du chaos qui existe. Bon, je voulais aussi rappeler que pour ce type de transformation, on a la fameuse constante de Feigenbaum aussi, qui existe, hein, qui correspond à la limite de xn moins xn moins 1 sur xn plus 1 moins xn, en fait, et qui est une valeur constante pour ce type de transformation. Donc ici, alors pourquoi ça s'appelle boîtes emboîtées? Eh bien parce que on va retrouver une structure fractale, en fait. Et donc là, si on zoome sur cette petite partie qui correspond à un des points du cycle 3, donc le zoom qui est ici, eh bien, on s'aperçoit que on retrouve en fait une structure tout à fait équivalente à la structure globale qui est ici, structure de bifurcation, mais par contre pour un point du cycle 3. Et donc, en fait, on va avoir toute la cascade de doublement de période ici qui va réapparaître, mais pour T3. Donc, on va avoir un cycle 6, puis 2 fois 6, enfin, etc. Toute la cascade de doublement de période. Et à l'intérieur également, toutes les orbites périodiques pour T3. Donc, le dernier cycle qui va apparaître dans cette boîte, donc dans cet intervalle qui correspond à l'existence de la structure pour T3, on aura le cycle 9 qui sera l'équivalent du cycle 3 pour la transformer. Donc voilà, ce petit rappel sur la structure de bifurcation de la logistique. Et alors l'intervalle dans lequel on voit apparaître toutes les bifurcations, c'est l'intervalle 1/4 2 pour ce qui concerne Mirberg et 1/4 pour ce qui concerne la logistique. Et la dernière valeur qui limite donc l'existence des orbites périodiques stables correspond à la situation suivante. Donc ici, je l'ai illustré avec la transformée de Mirberg. Si on considère l'extrémum, on va avoir le conséquent de l'extrémum qui est le point critique C, puis ensuite le conséquent de C qui est le point C1,
qui va être confondu avec le point fixe noté Q1 ici, qui est en fait le point fixe qui est apparu de façon concomitante avec le premier point fixe stable, puisque ces deux points fixes apparaissent par une tangence avec la première bisectrice. Et donc, cette valeur, en fait, correspond à la limite de l'existence des orbites périodiques stables. Dès qu'on va dépasser cette valeur, dès que le point C1 va aller au-delà de Q1, eh bien, on va avoir des orbites qui vont partir vers l'infini. Donc, à noter que pour cette valeur, notée lambda 1 étoile, l'intervalle CC1, en fait, est un attracteur, contient du chaos, contient l'ensemble des orbites périodiques instables. Et c'est un intervalle invariant également par la transformation. Donc, en utilisant, j'ai rappelé ces résultats parce qu'ils vont apparaître dans les transformations que nous avons étudiées. Donc, on propose dans une première partie des couplages entre des transformations de type logistique. Et notre objectif, c'était de montrer l'évolution de la dynamique et la complexité des comportements qui pouvaient apparaître dans les 3 types d'interactions dont j'ai parlé tout à l'heure. Et dans la partie 2, donc, une autre transformation qui est issue aussi de la logistique, en rajoutant des paramètres pour complexifier le modèle. Donc, première partie maintenant, l'étude des 3 types d'interactions. Alors, je vais vous présenter donc l'étude de la dynamique de récurrence de cette forme-là. Je vais essayer d'expliquer un petit peu à quoi correspond cette écriture. Donc, vous voyez apparaître là les 2 espèces donc, représentées par X et Y, et un couplage qui va apparaître pour chacune de ces 2 espèces. Donc, sur l'espèce X, on va faire apparaître un couplage lié à l'autre variable Y, et sur Y, on fait apparaître un facteur de couplage lié à la variable X. Les couplages, on les a choisis sous la forme qui est ici, donc avec un paramètre, et ensuite la variable qui apparaît sous la forme donc 3 fois la variable plus 1 ou moins 3 fois la variable plus 4. Alors ceci, c'est pour être sûr que puisque les variables en fait vont être réelles, mais on va voir que la plupart des phénomènes se passent sur l'intervalle 0,1. Et donc lorsque l'on va avoir z qui varie entre 0 et 1, eh bien on va avoir ces 2 paramètres, ici et celui-là, qui vont varier entre 1 et 4. Et également, ce qu'on peut noter, c'est qu'on va avoir un couplage qui va être dit de type positif, c'est-à-dire que là, si on prend le couplage avec 3z plus 1, ça veut dire que la variable z va avoir un apport positif sur la variable, sur l'autre variable. Et ici, lorsque l'on a le terme moins 3z plus 4, on va avoir un apport négatif en fait sur l'autre variable. Alors ceci va nous donner les 3 types de transformations qui sont ici et qui correspondent aux 3 types d'interactions. Donc, symbiose, chacune des 2 espèces, X et Y, va avoir un apport positif sur l'autre espèce, puisque là, le couplage se fait avec 3 fois la variable plus 1. Dans le cas proie prédateur, X va représenter les prédateurs, donc la proie Y va avoir un apport positif sur le prédateur. Et dans le cas qui est ici, Y étant la proie, le prédateur a un apport négatif en fait sur la proie. Dans le cas de la compétition, eh bien, chacune des 2 espèces va essayer de prendre le dessus sur l'autre espèce, et donc là, l'apport est négatif dans les 2 cas. Et on va voir donc ce que nous propose, enfin, quel type de dynamique on va trouver dans chacun de ces 3 cas. Je vous parlerai également de la dimension 3, donc puisqu'on peut généraliser ensuite en dimension 3. Bon, là, il s'agira uniquement de simulation numérique. Donc, je vous proposerai deux types d'interactions de type symbiose. Donc là, dans ce cas-là, on a un couplage entre trois variables, mais il n'y a qu'une seule variable qui interagit sur chacune des 3. Donc ici, Y
donne un apport positif à X, Z à Y, et ici X à Z. Excusez-moi, Daniel, Oui, je pense que Aziz, j'ai cru comprendre qu'il avait une question, qu'il souhaitait poser une question oui, oui, bien sûr. avant qu'on... Désolé de te couper, Daniel. Oui, Bon, ce slide ou le précédent, hein, c'est pareil d'ailleurs. J'ai envie de comprendre. OK, je vois bien plus, moins, moins, etc. Symbiose, prédateur proie, compétition. Mais je ne comprends pas, parce que là, tu as deux communautés, une qui s'appelle X, l'autre qui s'appelle Y. oui, Vont être en interaction, ou en symbiose, ou prédateur proie, ce que tu veux. Ce qui change, c'est le paramètre lambda. oui, tout Pour à la fait. dynamique, si tu as une seule dynamique en X, il n'y a pas d'Y, il n'y a pas de Z, lambda représente un peu le taux de croix, voilà, par exemple. Oui, oui, ça va être le couplage en Le fait taux- qui va jouer, alors lambda, c'est un paramètre positif qui va permettre aussi, qui va être très important pour la suite, parce qu'il va permettre effectivement de donner la force du couplage qu'il va y avoir entre les deux variables. D'accord. Alors justement, c'est ça ma question. Si tu n'as qu'une seule espèce, je vais faire vite. Oui. X1 plus 1 égale lambda X1 moins X. Le lambda représente un peu le taux de croissance de l'espèce X lorsque… Bon, tu enlèves le 1 moins X, ça fait lambda X. Lambda, c'est le taux de croissance. S'il est positif, il y a explosion. S'il est négatif, il y a extinction, etc. Donc, quand tu couples, tu écris lambda fois 3y plus 1. Il joue toujours le même rôle, le lambda fois 3x plus 1. Et donc, tu veux dire que le taux de croissance de l'espèce X dépend de la densité de l'espèce Y. Voilà, effectivement. Mais en même temps, ok, je comprends très bien quand il y a symbiose, par exemple, mais quand il y a compétition, le contraire d'influx, l'un est négatif pour l'autre, parce qu'ils se Oui, battent la même proie, par exemple, ce genre de oui. choses. Donc, ce taux de croissance va… Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une opposition entre la notion de lambda ici et quand tu l'utilises dans le cas compétition. Dans le cas négatif, hein. Bien, en fait, c'est un couplage, c'est une force de couplage. Donc, l'idée, c'était ici de voir quel était l'impact de cette force de couplage, même quand on avait un aspect négatif, et on verra que ça a un impact aussi. Et on va retrouver de toute façon ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect extinction ou l'aspect explosion, effectivement, sur les deux espèces, mais avec une force de couplage qui va en plus induire une évolution de la dynamique donc en fonction de cette force de couplage. Bon, d'accord, merci, on verra plus tard. Merci. Pardon. Voilà, ici dans le second cas, en fait, on a les trois variables là qui vont avoir un impact sur chacune des espèces. Donc, je vais faire quelques petits rappels sur les transformations de dimension, enfin les transformations de RK dans RK avec K égale 2 ou 3. Et on fera quelques études dans l'espace d'état et également dans l'espace des paramètres. Donc, pour ce genre de transformation, on étudie les points fixes, les orbites périodiques. On voit également apparaître des variétés invariantes. Donc, en dimension 2, on aura des courbes invariantes et en dimension 3, on pourra avoir des surfaces invariantes. On aura également donc les attracteurs chaotiques. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la stabilité des orbites périodiques. Donc, pour étudier cette stabilité, eh bien, on s'intéresse aux valeurs propres de la matrice jacobienne. Et donc, je rappelle ici des résultats tout à fait classiques et bien connus. Lorsque ces valeurs propres en module sont plus grandes que 1, ça génère de l'instabilité. Lorsqu'elles sont plus petites que 1, ça génère de la stabilité. Et on va pouvoir retrouver donc de cette manière des cols, des nœuds ou des foyers. Les nœuds ou les foyers pouvant être répulsifs ou attractifs. À partir donc de l'étude de cette stabilité, on peut faire apparaître des bifurcations également qui sont de type très classique, donc les bifurcations plis ou fourches, lorsque une des valeurs propres traverse la valeur 1, la bifurcation de doublement de période lorsque on traverse la valeur -1,
et la bifurcation de Neymark-Sacker, qui est l'équivalent de la bifurcation de Hopf dans le cas des systèmes continus, lorsque les valeurs propres sont complexes conjuguées et qu'en module, elles sont égales à 1. Donc, je rappelle également quelques définitions très classiques sur les attracteurs. Un ensemble invariant par la transformation. Un ensemble attractif. Donc, si on peut trouver un voisinage de cet ensemble, tel que l'on ait des orbites qui convergent vers cet ensemble. Ensuite, on va appeler attracteur un ensemble attractif qui possède la propriété de transitivité topologique. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir, pour deux ouverts, on va pouvoir avoir une orbite qui va être, on aura une intersection entre une orbite et l'autre ouvert. Si en plus on a la propriété de sensibilité aux conditions initiales, cet attracteur sera un attracteur chaotique. Donc, cette propriété de sensibilité aux conditions initiales est généralement liée à l'existence d'une infinité d'orbites périodiques. Et ensuite, on va s'intéresser au bassin d'attraction, c'est-à-dire à l'ensemble des conditions initiales qui vont nous donner des orbites convergents vers les points de l'attracteur ou de l'attracteur chaotique, si on est dans ce cas-là. Je vais ensuite introduire une notion qui est également très importante dans les transformations que je vous présente, puisqu'elles sont non inversibles, et que dans ce cas-là, on va avoir la possibilité, dans l'espace d'état, on aura des régions dans cet espace où les points vont avoir un nombre différent d'antécédents. Donc, pour essayer de déterminer ces régions, eh bien, on va mettre en évidence ce qu'on appelle les variétés critiques. C'est quelque chose qui a été proposé par Mira et qui a été beaucoup étudié par l'équipe de Laura Gardini également. Donc, les variétés critiques, on les obtient par l'annulation du jacobien. Ici, on obtient celle qu'on appelle LC-1, qui est la première variété critique. Et ensuite, on s'intéresse aux conséquents par la transformation T. Et on va appeler les conséquents les variétés critiques de rang 0 pour la première, puis ensuite de rang 1, etc. Alors, les propriétés de ces variétés critiques, ça va être de limiter des régions donc, où les points auront un nombre différent d'antécédents, et également de limiter les zones absorbantes. Donc, je vais passer maintenant à l'étude des trois types d'interactions que nous avons proposées. Donc, tout d'abord, la symbiose. Alors, dans le cas de la symbiose, eh bien, on peut définir les courbes, les variétés critiques LC-1, qui sont ici, en annulant le jacobien, donc. Et on peut calculer les conséquents de ces variétés critiques. Alors, ça nous permet de déterminer des régions dans lesquelles on va avoir un antécédent. Donc, cette région s'appelle Z1, celle qui est ici. Ensuite, on va avoir une région Z3 par traversée d'une des variétés critiques en laquelle les deux antécédents sont confondus. Donc, on va passer de Z1 à Z3, puis ensuite à la région Z5, et ensuite revenir à une région Z3 ici, et on aura ici également une région Z3. Si on fait l'étude maintenant on a fait l'étude ici, ce que je vous présente, c'est dans le cas où lambda 1 égale lambda 2, parce qu'on pourrait très bien choisir d'avoir un paramètre de couplage qui ne soit pas le même, en fait, sur les deux variables. Donc là, on a choisi le même, et on s'est intéressé donc à l'existence des attracteurs lorsque l'on avait ce paramètre de couplage qui évoluait. Donc ici, on a tout d'abord un premier intervalle pour lambda, pour lequel on a le point fixe origine qui est attractif, c'est-à-dire ceci, ça conduit à l'extinction des espèces. Ensuite, on va avoir deux attracteurs, donc un second point fixe qui apparaît, qui est stable, et là, on a deux points stables, donc le point P0 et le point P4, le point P0 conduisant toujours à l'extinction des espèces. Ensuite, dans le point P4 subit le phénomène de doublement de période. On a donc un cycle 2 qui apparaît, P5, P6.
Et ensuite, on voit apparaître des courbes invariantes fermées cycliques d'ordre 2 qui sont issues d'une bifurcation de Neymark-Stacker pour le couple de points P5, P6. Le point P0 devient instable. Donc, à partir de lambda égale 1, on n'a plus de possibilité d'extinction des espèces. Et on voit apparaître là, ensuite, des attracteurs chaotiques, enfin, un attracteur chaotique. Donc, pour illustrer ceci, voici des représentations dans l'espace d'état avec les domaines d'attraction qui ont été, enfin, les bassins d'attraction, pardon, qui ont été obtenus par simulation numérique. Daniel, excusez-moi, Oui. Aziz a de nouveau Non, Une non, non, question. non, 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 ne coupe pas Daniel, laisse tomber à la fin. Non, 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 c'était pour toi. C'était entre nous, pardon, pardon. Je D'accord. parlais à Benjamin, pas à Daniel. Non, Ok. mais c'est ok. Non, mais c'était Mais bien. il n'y a pas de souci si tu as besoin, enfin si tu veux poser une question, ça peut permettre aussi d'éclairer Oui, certains éléments. non, mais je pense que c'est bien. Ouais, c'était sur le slide 19. Non, non, ça permet aussi aux gens de. Oui, Où est le chaos, en fait? Donc, oui. c'était. Parce que si Aziz veut préciser sa question, il voulait voir où exactement se situe le chaos, là. Alors l'apparition du chaos ici, c'est entre 1,03 et 1,032. Oui, Le enfin, je paramètre de voulais couplage. savoir, parce que je voulais avoir, enfin, comment dire ça? Tu démontres ça ou tu revois, tu fais un exposant de Lyapunov positif? Avec les exposants de Lyapunov, absolument, oui. Voilà, donc voilà, c'est un résultat numérique. Oui, oui. Et tu en conclus, bon, comme il y a un exposant de Lyapunov positif, donc tu as sensibilité aux conditions initiales. Oui, oui, tout à fait. Et comme en plus, tu as bornage les solutions sont bornées et que quelque part, tu as dit qu'il y a transitivité, Oui, alors c'est chaotique au sens de Devaney. oui, oui, tout à fait. Voilà, de toute façon. Oui, oui, dans tout ce que j'ai présenté, c'est effectivement le chaos au sens de Devaney qui apparaît. Et la plupart des résultats sont obtenus avec beaucoup de simulations numériques et également des études analytiques lorsqu'on a pu le faire. Mais effectivement, il n'y a pas de démonstration théorique sur les récurrences de dimension 2 en ce qui concerne le chaos. Ce sont Ah oui, essentiellement des simulations numériques. Et le chaos, en fait, on le voit à partir de la sensibilité aux conditions initiales. ouais. Sauf dans le cas de l'application de Hénon pour Oui, les les deux paramètres fixés pour une valeur, un point dans l'espace des paramètres. Sinon, on ne sait pas oui, faire. oui, tout à fait. Désolé de t'avoir coupé, hein, c'est de la faute de Benjamin. Pas de souci. Non, non, mais ça peut permettre aussi de préciser certains points sur lesquels je passe peut-être un peu plus rapidement. Donc, pour revenir aux simulations numériques, alors ici, ce sont les bassins d'attraction qui ont été représentés. Donc, en rouge, c'est le bassin d'attraction de l'origine, et en jaune, le bassin d'attraction du point fixe P4, qui est situé ici. Là, vous avez les valeurs de lambda qui apparaissent. Ensuite, donc, on a le cycle 2. On voit que le bassin d'extinction des espèces, en fait, en rouge, devient de plus en plus petit. Alors, a priori, c'est vrai que ce qui peut nous intéresser, c'est plutôt les valeurs sur 0,1, mais en fait, le carré 0,1 croix 0,1 n'est pas invariant par la transformation. Donc, on peut très bien considérer qu'on a la population, que les espèces, les X et les Y représentent des valeurs de population. On peut très bien sortir de 0,1. Et si on sort de 0,1, eh bien, on voit en fait qu'on a ici le bassin d'attraction qui correspond à l'extinction des espèces et là, celui qui correspond au cycle 2. Donc, à partir de 1, on a vu que le point origine devenait répulsif. Là, on est à 0,98, donc il a un tout petit bassin. Et là, on a les deux courbes invariantes cycliques d'ordre 2 qui constituent l'attracteur principal, on va dire. Et donc, il y a du blanc parce que là, vous n'avez pas. Alors, le blanc ici, oui. Le blanc, c'est quand on va partir vers l'infini, en fait. Ok. C'est-à-dire que les orbites périodiques sont non bornées au bout d'un certain nombre d'itérations et on fait un nombre d'itérations suffisamment important pour considérer qu'on part vers l'infini. Donc, ensuite, toujours dans le cas de la symbiose, alors on a étudié les bassins d'attraction, en fait, à partir des lignes critiques. Et donc, on a des bassins qui sont connexes au début. Donc ici, on est dans le cas où on a un attracteur chaotique
donc ce qu'on appelle faiblement chaotique, puisqu'il n'occupe pas un espace important. Et on a effectivement des exposants de Lyapunov très légèrement positifs ici. Le cycle d'ordre 2, P5, P6, est un cycle instable maintenant, ainsi que l'origine qui est un point fixe instable. Et alors, en s'intéressant aux variétés critiques, on peut voir en faisant évoluer le paramètre lambda, on voit qu'on a un bassin qui était connexe au départ et qui va devenir non connexe. Alors, qu'est-ce qui explique ce phénomène? Eh bien, c'est le fait qu'on a des variétés critiques ici qui vont avoir une tangence avec la frontière du bassin d'attraction. Et donc, à partir du moment où on a une tangence avec la frontière du bassin d'attraction, on a des régions qui vont changer de zone en ce qui concerne le nombre d'antécédents qu'on peut avoir pour chaque point. Donc, par exemple, ici, on a cette toute petite partie blanche qui passe dans la région avec 3 antécédents, alors qu'avant, elle était dans la région avec un seul antécédent. Et le fait d'avoir de nouveaux antécédents pour cette petite partie va générer des trous, en fait, à l'intérieur du bassin. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ces trous? Eh bien, ça signifie que si on prend des conditions initiales dans le bassin, on peut très bien prendre une condition initiale ici, et du coup, on va avoir une explosion des espèces, donc, et partir vers l'infini, en fait. On va avoir des orbites ici qui ne seront plus, on n'aura plus un état stable, et donc ceci, on le voit apparaître à l'intérieur du bassin qui initialement était un bassin connexe pour les 2 espèces. Et on voit en fait que ces trous s'organisent de telle manière qu'on a une convergence en fait de ces trous vers les 2 points fixes, les deux points du cycle 2, P5, P6, qui est devenu répulsif. Donc maintenant, juste pour illustrer un petit peu, ce sont aussi des simulations, mais qui permettent d'avoir une vue un petit peu globale du système. On fait des simulations donc, dans le plan des paramètres en prenant cette fois-ci 2 valeurs de couplage différentes, lambda 1 et lambda 2. Et donc, on s'aperçoit, eh bien, on peut mettre en évidence des orbites périodiques, point fixe, cycle 2, donc c'est en fonction des couleurs ici. C'est-à-dire qu'on va prendre à chaque fois, on va essayer de trouver une condition initiale qui va converger vers un attracteur qui peut être un cycle. La région en noir correspond en fait à la région où on peut avoir du chaos, mais on n'a plus d'orbite périodique cyclique. Par contre, on peut avoir des courbes invariantes ou des attracteurs chaotiques. Et la région en blanc, c'est la région où on a l'explosion du système, donc les orbites, toutes les orbites à partir des conditions initiales que nous avons choisies qui partent vers l'infini. Et ici, dans le cas où on a deux valeurs de couplage différentes, eh bien, on retrouve le même phénomène que dans le cas où on a la même valeur de couplage, avec un attracteur chaotique, mais par contre, un bassin qui est non connexe. Et on peut également conjecturer sur la disparition et donc l'explosion complète du système, la disparition de l'attracteur chaotique lorsqu'il va y avoir une tangence ici avec la frontière du bassin, entre l'attracteur et la frontière du bassin. Et ensuite, ça conduit à l'explosion et donc toutes les orbites qui partent vers l'infini, avec par contre un transitoire qu'on appelle un transitoire chaotique qui va rester, donc une réminiscence en fait de cet attracteur chaotique qui va rester pendant un certain temps, c'est-à-dire que des conditions initiales vont suivre l'attracteur chaotique avant de partir vers l'infini et de faire exploser le système. Alors maintenant, dans le cas du système proie-prédateur, on a fait le même type d'étude, hein, et on a donc cette fois-ci un couplage qui donne quelque chose de positif sur l'autre espèce et l'autre qui donne quelque chose de négatif, avec toujours le paramètre qui permet d'amplifier cet apport positif ou négatif sur l'autre espèce. Et donc là aussi, on peut tracer les variétés critiques et on a également des zones du type Z1, Z3, Z5, donc avec 1, 3 ou 5 antécédents pour chaque point. Donc en ce qui concerne les attracteurs, dans le cas du système proie-prédateur, on peut avoir cette fois-ci donc l'origine qui va être qui conduit à l'extinction des espèces, qui existe sur un petit intervalle. Et ensuite, l'origine devient un point fixe instable. Hein. Donc, dans le cas du système proie-prédateur, ensuite, on n'aura plus possibilité d'extinction des espèces. On ne l'a qu'au début, en fait, pour une toute petite valeur de couplage.
Donc, ce qui correspond un peu à ce qu'on connaît du système proie-prédateur en fait en temps continu aussi. Alors par contre, on peut voir apparaître là du chaos également. Donc cette fois-ci, on a un point fixe, un second point fixe qui peut être attractif. Ensuite, on va avoir des phénomènes de multistabilité, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux attracteurs qui coexistent. Donc ici, on aura un point fixe et un cycle 3, un point fixe et des orbites périodiques issues de la cascade de doublement de période du cycle 3. Et on va obtenir ensuite un attracteur chaotique, mais cyclique d'ordre 3, qui sera issu du premier cycle 3, qui correspond en fait à la structure boîtes emboîtées pour le cycle 3. Et ensuite, on peut retrouver une courbe invariante fermée et avec des accrochages de fréquences. Donc ici, ce à quoi on s'est intéressé également, c'est toujours à l'étude des bassins d'attraction aussi. Donc là, on est dans le cas du bassin d'attraction du point fixe P4 en rouge. Et on s'est intéressé au bassin d'attraction du point fixe P4 et du cycle d'ordre 3 qui coexistent. Donc en rouge, c'est le bassin d'attraction du point fixe. En jaune, le bassin d'attraction du cycle d'ordre 3, Q1, Q2, Q3. Donc le bassin d'attraction du cycle 3 ici est un bassin non connexe. Il a des composantes connexes séparées. Et ensuite, toujours par un phénomène de tangence un petit peu analogue à l'apparition des trous qu'on avait dans les bassins d'attraction dans le cas symbiose, eh bien ici, on a une tangence qui apparaît entre la frontière du bassin d'attraction du cycle 3 et la courbe, une des courbes critiques. Eh bien, cette tangence va faire passer aussi à une certaine région, cette fois-ci de la région avec 3 antécédents, dans la région à 5 antécédents. Et cette tangence va créer en fait une connexion entre les différentes composantes du bassin d'attraction du cycle 3 qui devient connexe. Bon, en parallèle, on peut observer aussi une fractalisation de la frontière du bassin, qu'on va retrouver, qui va s'amplifier ici avec l'apparition de trous, avec le même phénomène que dans le cas symbiose pour le bassin d'attraction global, donc soit du cycle 3, soit du point fixe. Et ici, on est dans le cas où on a 3 morceaux qui sont des morceaux chaotiques, donc un attracteur chaotique cyclique d'ordre 3, dont le bassin est en jaune, avec toujours coexistence avec le cycle, avec le point fixe P4. Et ensuite, à nouveau, cette fois-ci, disparition de l'attracteur chaotique cyclique d'ordre 3 par des phénomènes de tangence également avec le bassin d'attraction, avec la frontière du bassin d'attraction. Et donc, il ne va plus rester ensuite que le point fixe P4 et le bassin total qui est devenu le bassin d'attraction du point fixe, donc avec une frontière qui devient fractale et qui se fractalise de plus en plus et qui diminue de plus en plus. On aura également, dans ce cas-là, un transitoire chaotique lié à l'existence, à la disparition du cycle chaotique, de l'attracteur chaotique cyclique d'ordre 3. Ensuite, on va retrouver une courbe invariante fermée par une bifurcation de Neymark-Sacker pour le point fixe P4. Puis ensuite, cette courbe invariante qui va disparaître également par contact avec la frontière du bassin, et donc explosion du système aussi pour une valeur qui est ici de l'ordre de 1,2 pour le paramètre de couplage. Donc là aussi, des simulations numériques pour essayer de voir ce qui se passe dans l'espace des paramètres. Donc en fait, quand on prend les deux paramètres égaux, lambda 1 égale lambda 2, on va suivre la diagonale qui est ici. Donc on voit là la région où on avait le cycle d'ordre 3 qui existe. Mais bon, si on prenait des valeurs différentes, on retrouverait également une structure, des valeurs différentes donc pour les deux paramètres de couplage. On retrouverait une structure de bifurcation avec des langues d'Arnold ici, qui sont associées en fait à l'existence d'un nombre de rotations et à des orbites périodiques cycliques,
pour donc le petit rectangle qui est ici. On retrouve aussi un autre type de structure de bifurcation pour ce système. Alors maintenant, le modèle de compétition, donc où on va avoir, alors là aussi, on a choisi dans un premier temps d'étudier avec le même paramètre de couplage pour les deux espèces en compétition. Donc là aussi, des attracteurs qui vont être d'abord des points fixes, avec possibilité d'extinction, effectivement, pour le premier, quand le paramètre de couplage est petit, inférieur à 0,25 ici. Puis ensuite, des attracteurs, donc points fixes, cycle d'ordre 2, deux cycles d'ordre 2 qui vont coexister, doublement de période, en fait, donc un cycle 4. Puis ensuite, des courbes invariantes fermées cycliques d'ordre 4. Et on va également mettre en évidence des phénomènes de multistabilité importants ici, mais sur une toute petite plage du paramètre de couplage, où on va avoir des orbites périodiques d'ordre très élevé, qui vont coexister et qui vont donner lieu à un comportement assez complexe au niveau du système. Donc si on regarde là les bassins d'attraction et l'existence de ces orbites périodiques, eh bien, on peut mettre par exemple en évidence l'existence de deux cycles 12, un cycle 44 et un cycle 132. Bon, ça semble assez important. Et on a donc des bassins qui sont mélangés les uns avec les autres. Donc ici, par exemple, si on fait un petit agrandissement de cette partie-là, en rouge et en vert, on a les bassins d'attraction des deux cycles d'ordre 12. En jaune, celui du cycle 44 et en beige, celui du cycle 132. Donc, c'est simplement pour mettre en évidence la très grande complexité du système et également le fait qu'on retrouve ici une structure de bifurcation boîtes emboîtées, mais pour le cycle 4, en fait. Tout ceci obtenu évidemment numériquement, mais en essayant de d'être très redondant et de faire attention donc, pour bien valider les résultats. Donc ensuite, ici, on a l'orbite 44 qui existe et les deux cycles d'ordre 12 qui ont subi une bifurcation de type Neymark-Sacker et qui donnent naissance à des courbes invariantes cycliques d'ordre 4, d'ordre 12, mais qui sont en fait le 3 x 4 donc le cycle 3 pour T4. Alors, là pour ici. Donc, je voulais revenir aussi sur le rôle que jouent les variétés critiques dans l'évolution des courbes invariantes fermées et dans leur transformation en attracteurs chaotiques, ou ce qu'on peut appeler un attracteur faiblement chaotique. Donc, les courbes invariantes fermées peuvent avoir des tangences avec les lignes critiques, comme c'est le cas ici. Alors ça, c'est un exemple qui n'a rien à voir avec les modèles dont je parle actuellement. C'est juste pour illustrer ce qui se passe avec les variétés critiques. Donc, on peut avoir des tangences, en fait, entre la courbe invariante et les variétés critiques qui vont donner lieu à des oscillations sur la courbe invariante fermée. Ces oscillations vont augmenter au fur et à mesure qu'on aura de plus en plus de tangences. Et c'est de cette façon que va apparaître un attracteur qu'on appelle faiblement chaotique, un anneau faiblement chaotique. Et on le constate par des simulations numériques en calculant effectivement les exposants de Lyapunov. Lorsque un exposant de Lyapunov devient strictement positif, on a un attracteur qu'on peut qualifier de chaotique, comme dans les cas précédents. Et donc, c'est ce qu'on constate ici dans le cas de la compétition. Pour le cycle d'ordre 4, les courbes invariantes, les cycles d'ordre 12, pardon, pour les courbes invariantes qui existaient, qui deviennent des attracteurs faiblement chaotiques également. Et ensuite, on a pu observer ce qu'on appelle aussi des bassins riddled basin, donc des bassins ridés entre deux attracteurs, deux orbites périodiques d'ordre 52. Donc, on voit ici, en fait, dans ce modèle de compétition, des comportements
complexe et la difficulté de définir exactement les bassins d'attraction de chacun des attracteurs qui peut coexister. Mais en même temps, ça donne lieu à une dynamique très riche, ce qu'on sait apparaître dans les modèles de compétition. Bon, ensuite, lorsque le paramètre de couplage augmente, eh bien, on voit apparaître en fait toujours un petit peu dans la succession de ce qui se passe pour la structure de bifurcation boîtes emboîtées, un attracteur cyclique, un attracteur chaotique cyclique d'ordre 2, qui va lui aussi disparaître par un contact avec la frontière du bassin. Et là également, des représentations donc, dans le plan des paramètres, où on voit bien apparaître la succession des orbites périodiques, le doublement de période, donc point fixe, cycle 2, cycle 4, etc. Et la frontière ici, qui est assez difficile à déterminer, de disparition, enfin d'explosion du système avec l'explosion de l'attracteur chaotique. Alors, en dimension 3, il s'agit ici juste de présenter quelques simulations numériques dans le cas de la symbiose. Donc, dans 2 cas de figure, le cas où on a une seule espèce qui intervient, qui agit sur l'autre espèce, ou bien les 3 qui agissent sur chacune des espèces. Donc, dans le cas de T1, en dimension 3, au niveau des attracteurs, courbe invariante fermée, cycle 3. Coexistence du cycle 3 avec la courbe invariante fermée. Les courbes invariantes fermées, donc, qui sont apparues par une bifurcation de type Neymark-Sacker, qui deviennent des attracteurs chaotiques en ayant des oscillations qui apparaissent dessus. Et ensuite, ce qu'on observe, c'est des doublements sur les courbes invariantes fermées également, puisqu'on est en dimension 3 cette fois-ci. Donc là, il s'agit d'une projection dans l'espace, dans le plan XY. Et on a toute une succession de doublements au niveau de ces courbes. Donc là, on voit apparaître un second doublement. Donc on passe de 2 à 4. Et puis ensuite, même phénomène dans le cas d'une courbe invariante fermée également, qui subit des oscillations et que l'on voit apparaître avec des différents doublements, un petit peu comme dans le cas des systèmes continus. Mais bon, ici, il s'agit de courbes invariantes fermées associées à une récurrence. Et ensuite, des phénomènes d'attracteurs chaotiques qui se forment aussi sur la courbe invariante fermée et qui sont vraisemblablement dus, mais ça on ne l'a pas vérifié ici, qui sont vraisemblablement dus à également des contacts avec les variétés critiques qui existent dans ce type de transformation, qui peuvent être des surfaces ici. Bon, également des phénomènes de multistabilité, donc attracteurs chaotiques et courbes invariantes fermées qui vont coexister pour ce type de système. Dans le cas de la transformation T2, on va voir également apparaître des orbites périodiques, coexistence entre 2 types d'orbites périodiques qui vont donner lieu à des courbes invariantes fermées, des attracteurs chaotiques et donc des tangences homoclines qui vont faire apparaître ici les 2 attracteurs chaotiques qui vont se rejoindre. Et ça correspond également à ce qu'on avait obtenu sur la structure de bifurcation boîtes emboîtées, une fois qu'on a toute la cascade de doublement de période qui s'est produite et que l'on revient à des attracteurs, à des intervalles chaotiques qui se rejoignent. Donc ici, ce sont avec des contacts homoclines. Voilà. Alors pour conclure cette première partie,
Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que quel que soit le type d'interaction, symbiose, proie, prédateur, compétition, on observe des comportements complexes, donc comportements cycliques, mais aussi des phénomènes de multistabilité et de frontières dites floues ou frontières fractales entre, alors au niveau du bassin d'attraction global et également entre les différents attracteurs qui peuvent coexister. Attracteurs qui peuvent être des cycles, des courbes invariantes fermées ou des attracteurs chaotiques. Donc le comportement dépend aussi de la force du couplage qu'on a évoqué tout à l'heure. Et effectivement, quand le couplage est faible, on observe l'extinction des espèces. Et quand on a un couplage beaucoup plus important, on va avoir une explosion, une catastrophe qui va générer une explosion du système et donc des espèces. On peut avoir surpopulation. Et donc finalement, ça conduira aussi sans doute à une disparition des espèces. Donc voilà quelques références qui correspondent à certains des travaux que j'ai présentés. Qui sont des travaux qui ont été menés avec principalement Ricardo López Ruiz de l'Université de Saragosse en Espagne. Et dans ces références, on fait également des références à des travaux antérieurs que je n'ai pas trop cités. Alors, dans une deuxième partie, maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'effet Ali. Et en vous présentant une récurrence qui a été proposée aussi pour essayer de mettre en évidence cet effet. Donc l'effet Ali qui apparaît dans des modèles écologiques qui a été mis en évidence par Ali dans les années 1930 correspond en fait à une dépendance positive par rapport à la densité lorsqu'on a des petites densités de population. Et donc, on peut observer une diminution du taux de croissance par habitant lorsqu'on a des petites populations, et ça peut conduire à une extinction des espèces, ou au contraire, une augmentation du taux de croissance quand la taille de la population elle-même augmente. Alors, ces phénomènes peuvent être observés pour des espèces biologiques qui interagissent entre elles ou avec leur environnement. Lorsqu'on a par exemple des populations avec un petit nombre d'individus pour lesquels il va être difficile de trouver un partenaire pour pouvoir procéder à la reproduction de l'espèce, ou au contraire, pour l'augmentation de ces taux de croissance, des espèces où les phénomènes d'agrégation vont avoir de l'importance et vont permettre la survie de la population, donc vont permettre à des petits groupes de se former, de pouvoir se défendre en commun ou de pouvoir coopérer pour se nourrir. Alors on peut définir deux types d'effets Ali. Donc l'effet Ali que l'on appelle le fort effet Ali ou un faible effet Ali. Alors l'existence de l'effet Ali important, fort, est liée à l'existence d'un seuil, en fait, en dessous duquel le taux de croissance par habitant peut devenir négatif. Et dans ces cas-là, ce seuil va générer donc une forme de ce type-là pour le taux de croissance de la population. Dans le cas de l'effet Ali faible, on n'a plus d'effet de seuil, on a simplement une petite augmentation, enfin une petite croissance lorsque les effectifs sont faibles, dans le cas du taux de croissance des populations. Alors notre objectif a été de proposer un modèle qui permettait de lier l'étude des structures de bifurcation de ces modèles avec cet effet Ali potentiel pour l'étude de l'évolution d'une espèce. Donc le modèle de Richard qui est connu initialement, c'est un modèle qui était en temps continu. Donc ça, c'est le modèle de Richard initial. Donc T représente le temps, N de T, c'est la taille ou la densité de population. R va être le taux de croissance. Bêta
va représenter ici un paramètre de forme pour pouvoir obtenir une évolution de la densité, hein, comme on peut le souhaiter, et pouvoir faire varier. Alors, ce modèle est un petit peu issu du modèle logistique, mais en présentant un certain nombre de différences. K représente la capacité maximale de la population ou de la densité de population. Donc, l'idée de Richard a été d'introduire un facteur de correction qui permettait de mettre en évidence cet effet Ali. Et c'est ce que nous avons souhaité reproduire, mais en prenant un modèle à temps discret. Donc, une récurrence qui se présente sous cette forme-là, donc avec le terme en bêta, le taux de croissance, et ensuite le terme correctif qui va permettre de faire apparaître un seuil ou pas pour pouvoir observer cet effet Ali. Donc, voici donc là, on a un grand nombre de paramètres et on va pouvoir étudier donc l'évolution de la dynamique lorsque l'on va faire varier certains de ces paramètres. Alors, on va pouvoir définir tout d'abord ce qu'on appelle les familles qui vont permettre d'obtenir un effet Ali fort. Donc là où on va pouvoir avoir un seuil dans la fonction qui représente la fonction de la densité de population. Et on va pouvoir avoir des croissances de population qui peuvent être négatives ici. Et ensuite là, la courbe qui correspond à une courbe de type logistique. Alors c'est dans le cas où le seuil, pardon, je reviens ici, donc où le seuil est de la forme ici EU sur K, K étant la capacité maximale de la population, EU donc associé au paramètre correctif. On va également avoir ce type de famille qui peut être une famille de fonctions avec un faible effet Ali, lorsque l'on va prendre la valeur de EU qui sera négative. Donc là, il n'y a pas de seuil. Il y a simplement des petites variations au niveau de l'origine et surtout l'origine qui est un point fixe stable, donc qui va pouvoir permettre d'obtenir l'extinction des populations en fonction de la condition initiale qu'on va choisir et également en fonction des paramètres que l'on a pour définir la densité, hein, l'évolution de la densité. Donc ici, c'est surtout le fait qu'on puisse avoir l'origine qui est un point stable qui est différent du cas de la logistique, puisque dans le cas de la logistique, le point origine n'est jamais un point fixe attractif. Et enfin, donc, on peut donner des critères pour que les fonctions ne présentent aucun effet Ali. Donc l'existence de points fixes qui peuvent être attractifs ou répulsifs, avec, alors je vais plutôt illustrer avec les graphiques. Donc on pourra avoir jusqu'à 4 points fixes, l'origine, un point qui va être proche du point origine, et ensuite les deux autres points qui correspondent au cas de la fonction logistique. Et il faut noter que dans le cas des fonctions qui ne présentent aucun effet Ali, eh bien l'origine est un point qui est toujours instable. On peut s'intéresser ici et faire des calculs sous forme implicite des différents types de bifurcations qui peuvent se produire. Donc la bifurcation de type pli, la bifurcation de doublement de période, ce qu'on a appelé la courbe de semi-stabilité chaotique, hein, qui est ici et qui correspond en fait au lambda étoile dont j'avais parlé lorsque j'ai présenté les résultats sur la logistique. Et enfin, une courbe qu'on appelle courbe de non-admissibilité, puisque ici, on considérera que dès qu'on va dépasser la valeur de 1 pour la fonction, eh bien, on sera en dehors des cas que l'on admet, puisqu'on prend des valeurs entre 0 et 1. Donc, la courbe de semi-stabilité correspond au cas où le point critique, donc le conséquent de l'extrémum, est confondu avec le point fixe instable qui est apparu au départ. Alors ça, c'est dans le cas de l'effet Ali fort. On va avoir la partie avec le seuil
et la partie négative ici. Et ici, dans le cas où il n'y aura pas d'effet Ali, donc qui est le cas de la logistique en fait. Alors, on va pouvoir définir différents types de régions en fonction des différents types de fonctions, celles qui présenteront l'effet Ali faible, l'effet Ali fort ou aucun effet Ali. Donc, la région d'extinction, lorsque l'origine sera un point fixe attractif, ou bien lorsque on va arriver dans la partie où le f de x est négatif. On peut avoir la région de stabilité lorsque l'on aura un point fixe attractif qui sera différent de l'origine. La région de doublement de période et d'existence du chaos, donc qui correspond à toute la succession des bifurcations dans le cas de la transformation équivalente à la transformation logistique, donc les bifurcations de type boîtes emboîtées. Et enfin, une région qu'on a appelée région d'extinction essentielle, soit lorsque, donc c'est le même cas dans le cas de la région de l'extinction, l'origine point fixe attractif ou bien le fait d'arriver dans la partie négative. Mais par contre, il n'existe aucun autre attracteur. Ici, on ne peut avoir que l'extinction et rien d'autre qui se produit. C'est-à-dire, quelle que soit la condition initiale, on aura extinction. Et enfin, la région d'admissibilité, de non-admissibilité que l'on va éliminer de ce qui nous intéresse. Alors, dans le cas des fonctions avec l'effet Ali fort, donc voici ce qui a été obtenu à partir des courbes de bifurcation que l'on peut obtenir par des techniques analytico-numériques. Donc la région d'extinction ici, qui correspond alors à la région d'extinction où on a l'origine, ou bien la région d'extinction lorsque l'on aura la partie en dessous du seuil. Ensuite, la région de stabilité en bleu, la succession des doublements de période et la région chaotique, donc tout ce qui correspond aux bifurcations de type boîtes emboîtées. La région d'extinction essentielle, où on aura forcément extinction de la population, quel que soit le choix de la condition initiale. Et enfin, la région de non-admissibilité. Et donc ici, les courbes de bifurcation qui nous permettent de définir en fait ces différents types de régions. Dans le cas où on n'a aucun effet Ali, on va retrouver le même comportement que dans le cas de la logistique. Donc la région de non-admissibilité, les boîtes emboîtées, la région de stabilité, une petite région d'extinction ici, qui correspond en fait au cas où on peut avoir l'origine ici qui peut être un point attractif, mais qui est sur une toute petite plage d'intervalle en fait. Sinon, c'est le comportement de la logistique qui prévaut. Et dans le cas de l'effet Ali, une situation de l'effet Ali faible, une situation un petit peu plus complexe, puisque là, on peut avoir donc soit l'origine qui est un point fixe attractif, soit deux autres points qui peuvent être des points fixes attractifs. Donc là, on peut définir un certain nombre de régions. La région d'extinction ici, la région de stabilité. Et dans cette région de stabilité, en fait, on va avoir ici une région de faible effet Ali, où on va avoir possibilité d'extinction des espèces, mais également un autre attracteur qui existe, qui est un autre point fixe. Et ensuite, on retrouve la structure boîtes emboîtées, la région de non-admissibilité. Alors, je voulais revenir un petit peu sur le cas de la symbiose et en dimension 2, en fait. On pourrait parler aussi d'effet Ali indirect, puisqu'on a, par exemple, ce serait plutôt le cas de l'effet Ali faible, où on aurait ici un point fixe attractif qui coexiste en fait avec la possibilité d'extinction des populations. Et au vu de la forme du bassin, eh bien, on voit que lorsqu'on va avoir des faibles densités, en fait, on peut arriver à l'extinction. Donc, soit dans cette région, soit dans celle-là, ou alors lorsqu'on a des densités plus importantes, mais dans tous les cas, on va d'abord se ramener au cas où on aura des petites densités avant d'avoir l'extinction des deux populations.
Voilà. Donc, en conclusion, on a proposé ce modèle à temps discret pour essayer de prendre en compte l'effet Ali aussi dans des récurrences et dans des transformations à temps discret, qui peuvent être des modèles directs ou bien représenter dans certains cas des discrétisations d'équations différentielles. Enfin, ça n'est pas le cas ici, hein, c'était vraiment un modèle qui était construit en tant que tel, mais on peut très bien avoir des discrétisations et pouvoir étudier des récurrences qui présenteraient des propriétés de ce type-là. Voilà, donc ça a permis de mettre en évidence en fait des régions spécifiques dans le plan des paramètres en lien avec l'effet Ali, donc fort, faible, ou au contraire pas d'effet Ali. Bon, donc j'ai terminé, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions. Bon, on va d'abord remercier Daniel pour ce très riche exposé avec tous ces phénomènes chaotiques, avec ces bassins d'attraction. C'était très intéressant. Et, donc, merci beaucoup déjà, Daniel. Et puis, effectivement, s'il y a des questions, je sais qu'il y a des questions, mais voilà, est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Ah, donc il y a une question de Jacques. Oui, je me demandais, est-ce que ça veut dire que la population soit négative? Alors, en fait, c'est le modèle qui fait qu'on a des valeurs négatives, hein, mais en fait, on considère que dès qu'on arrive dans la région négative, ça correspond à l'extinction. Donc, c'est plutôt pour modéliser l'effet Ali fort et le fait qu'on ait un seuil, hein, qui permet de conduire à l'extinction avec cet effet Ali fort et ce seuil. Mais évidemment, on ne va pas avoir de valeur négative, c'est juste un modèle. On va considérer en fait que dès qu'on arrive dans la partie négative, on est à 0. Okay. Alors, il y a une autre question, là, je vais privilégier les gens qui ont, qui ont utilisé la main sur le… Alors, il y a une question de Slimane Ben Miled. Normalement. Alors, est-ce qu'on voit… Bon, je ne sais pas, on n'entend pas. Donc, je vais prendre une autre question de Véronique. Bon, alors, elle a mis la question dans le chat, donc je juste lis. Le modèle théorique est-il applicable à des observations sur des écosystèmes? Auriez-vous des exemples pour illustrer? Alors non, j'ai pas d'exemple réel en fait, réaliste. Ce sont des modèles qui ont été proposés donc en lien avec avec la transformation logistique principalement. Par contre, on a des chercheurs. Alors sur les premiers modèles de compétition et de symbiose, on a des chercheurs qui nous ont cités dans un article où ils traitaient de populations de bactéries qui étaient en compétition les unes avec les autres. Mais il faudrait que je retrouve le papier exactement. Ok. Écoutez, je vous propose là donc on va arrêter l'enregistrement.